y a quelques années, si vous m'aviez dit que je porterais une Rolex au poignet sur un trail de 100 km dans le désert, je vous aurais ri au nez. Pour moi, Rolex, c'était le symbole du m'as-tu vu, juste des bijoux ostentatoires et hors de prix. Et puis, mon avis a changé, et même plusieurs fois, ou en tout cas il a évolué au fil du temps et de mon vécu avec ces montres. Alors aujourd'hui, je veux vous raconter ce parcours et surtout répondre à une vraie question: est-ce qu'aujourd'hui Rolex fabrique encore de véritables tool watch, de vraies montres-outils? Et restez bien jusqu'à la fin parce que certains points abordés dans cette vidéo ne vous laisseront pas indifférents, comme par exemple mon point de vue sur les prix, sur les spécifications techniques, sur l'évolution de la gamme professionnelle et sur le lume qu'ils utilisent. Petite mise en garde importante, tout ce que je vais dire ici, c'est mon point de vue personnel et juste le mien. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre parce que moi-même, j'ai changé d'avis plusieurs fois. Mon opinion s'est donc transformée avec le temps, avec les rencontres, avec les discussions et surtout à partir du moment où je me suis vraiment intéressé à l'horlogerie et à la marque Rolex en particulier. Au départ, j'étais donc franchement contre Rolex. Ce n'était même pas une marque que j'envisageais. J'en avais une vision bling bling. Pour moi, c'était juste des montres bien voyantes pour afficher sa réussite. Des montres bijoux avec un look sportif, mais qui ne faisaient rien de plus que les autres. C'était juste très cher. Mais quand on s'intéresse sérieusement à l'horlogerie, à un moment ou à l'autre, Rolex devient incontournable. On est bien obligé de se dire il faut au moins que je comprenne de quoi il s'agit. C'est ce qui m'est arrivé, alors j'ai creusé le sujet et j'adore creuser. C'est alors que j'ai découvert tout un univers, une histoire, l'histoire de cette marque et de son créateur emblématique, Hans Wilsdorf. Cet homme, animé par une quête constante d'innovation et de perfection, a su lier ses garde-temps aux plus grands défis humains. Qu'il s'agisse de la traversée de la Manche à la nage par Mercedes Glitz, avec une Oyster au poignet, de la conquête de l'Everest et des abysses sous les océans, ou encore les courses automobiles avec la Daytona, la marque a toujours voulu repousser les limites du possible et en même temps accompagner celles et ceux qui s'inscrivent dans cette même logique. Si le sponsoring sportif est aujourd'hui la vitrine la plus visible, l'engagement de Rolex va bien au-delà. C'est la partie émergée de l'iceberg. La marque soutient en effet un nombre d'actions dédiées à l'environnement, à la recherche océanographique, ainsi qu'à des projets sociaux, médicaux ou soutien aux artistes. À force de creuser, je me suis donc rendu compte que derrière cet objet de luxe, parce que c'est l'image que j'en avais, il y avait vraiment quelque chose. Des mouvements très robustes et précis, une vraie volonté de faire une montre résistante qui est faite pour durer des dizaines et des dizaines d'années. Dès le début, Hans Wilsdorf était un passionné de recherche et développement, même si ça n'avait rien à voir évidemment avec les laboratoires actuels. Il était convaincu de l'importance d'améliorer sans cesse la fiabilité et de repousser toujours plus loin les limites de la précision. On l'oublie souvent, mais Rolex a obtenu des prix prestigieux en Angleterre et en Suisse pour la précision de ses mouvements. Hans Wilsdorf a été parmi les premiers à proposer une véritable montre étanche et à mettre au point le remontage perpétuel, donc automatique, de façon vraiment aboutie, même si le principe existait déjà. Bref, en cherchant, en creusant, j'ai constaté qu'il y avait de vraies raisons au succès de Rolex. Alors que je jugeais ce succès superficiel, convaincu qu'elle ne servait qu'à afficher sa réussite, j'ai compris qu'une bonne partie de son public l'appréciait avant tout pour ses performances, sa robustesse et sa fiabilité.
Et je me suis rendu compte que ce sont ces objectifs et ces valeurs qui ont créé le succès de la marque et de cette icône. Et ça m'a vraiment conquis. J'ai donc voulu vérifier par moi-même. Il faut que j'en ai une et que je teste ça, que je vois si c'est vraiment à la hauteur de sa réputation. J'ai commandé une Explorer 369, ma première Rolex. Il m'a donc fallu un peu de temps avant de l'avoir, un peu moins d'1 an. Après quelques tests personnels en VTT, de randonnée, de travaux manuels, j'ai décidé de la porter sur un trail de 3 jours de 100 km en Jordanie, probablement l'un des plus beaux trails que j'ai pu faire. On est passé par la cité perdue de Petra et le désert du Wadi Rum, des paysages juste incroyables. Et l'Explorer était parfaite pour courir et transpirer, petite, légère, agréable au poignet. On ne la sent presque pas quand on court, vraiment très agréable. Même avec le bracelet acier. Heureusement parce que cette dernière version de la 369 n'est pas faite pour être portée avec un autre bracelet. C'est une erreur que j'ai faite, impatient de l'avoir. J'avais commandé 2 beaux bracelets de rechange avant d'avoir la montre. Et c'est un entrecorne de 19 mm, donc pas vraiment ce qu'il y a de plus courant et donc pas vraiment le moins cher. Lorsque j'ai voulu les essayer, je me suis rendu compte que le boîtier de la 369 actuelle comportait une arête qui verrouille la pièce de bout du bracelet métallique. Ça fonctionne très bien, mais malheureusement, il massacre la tête de tous les autres bracelets. Mis à part cette limitation de bracelet, l'Explorer 369 a un point faible, enfin pour moi. Vous ne le trouverez mentionné pratiquement nulle part parce que apparemment ça ne dérange que moi. C'est sa lisibilité nocturne. Pour une Tool Watch, je trouve ça vraiment bof. Mais ce n'est pas la seule chez Rolex, même les Submariner actuels, je ne trouve pas qu'elles sont vraiment super lisibles la nuit. Et même sans être en expédition ou en trail, il me semble pourtant primordial de pouvoir lire l'heure à tout moment la nuit. Alors moi, ça me semble vraiment la base pour une Tool Watch. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez beau avoir le plus beau mouvement, le meilleur mouvement, le plus précis au monde, si vous ne savez pas lire l'heure, elle ne vous sert à rien. Maintenant, ok, j'exagère peut-être un peu, elle n'est pas complètement illisible, mais j'aurais vraiment apprécié en tout cas qu'il y ait plus de couches de lume. Parce que c'est très bien d'avoir la dernière génération de super lume, mais c'est en fait le nombre de couches qui fait vraiment la différence et qui va vraiment vous permettre de durer au niveau des heures. Quand je prends mon Omega Seamaster Peter Blake, que je vous ai d'ailleurs montré dans une autre vidéo et qui a plus de 20 ans, et bien à 4 h du matin, elle est toujours parfaitement lisible. Ce n'est pas du tout la dernière version du Super Luminova, mais par contre, ils n'ont pas hésité sur le nombre de couches. Après l'Explorer 1, l'original, j'ai naturellement eu envie de tester la version 2, la version la plus aboutie, la plus évoluée, la plus finie, la dernière produite par Rolex. Elle est censée être la vraie pro pour l'aventure avec l'indication jour-nuit qui est en fait la complication GMT. Il m'a fallu également un peu de temps pour l'obtenir, mais j'ai fini par l'avoir. Et là, direction Tenerife pour un trail de 110 km à travers l'île. Pas le plus long trail que j'ai fait, mais pourtant l'un des plus durs, notamment à cause de la pression des barrières horaires et de l'ascension au sommet du Tate à plus de 3000 mètres d'altitude. Les 10 derniers kilomètres avant le sommet, c'était vraiment très dur. 4 heures pour faire 10 km. Normalement, en marchant, on fait du 5 km/h, donc on met 2 heures pour faire 10 km. Mais là, même les champions ont mis 2 heures pour faire ces 10 km avant le sommet. Ça vous donne une idée de la difficulté. Alors, petite parenthèse pratique, sur un trail, j'ai toujours 2 montres. Une cardio GPS pour voir le tracé au cas où je me perds. Sur les trails, il y a un balisage, mais il suffit d'être distrait pour louper un petit chemin qui part sur la droite ou sur la gauche et de se perdre. Et sur le poignet gauche, j'ai ma montre mécanique
qui prend le relais si la montre GPS lâche, pour garder l'heure et pouvoir suivre les barrières horaires. Et ça m'a servi plus d'une fois. Sur le trail de Tenerife, la montre GPS s'est arrêtée 6 heures avant la fin. La mécanique, elle, était toujours bien présente et m'a permis de gérer ma progression et les barrières horaires. Et franchement, quand vous avez déjà couru et marché plus de 80 km ou 100 km et que vous êtes de temps en temps en mode carrément zombie, avoir une montre mécanique qui fonctionne toujours, alors que la super high-tech GPS vous a lâché, eh ben cette mécanique, ça vous fait du bien au moral. Tout ça pour vous dire que je les ai vraiment testés, les Rolex Explorer, en réel sur le terrain, et globalement j'étais très content. Mais j'allais oublier de vous préciser que pour l'Explorer 2, contrairement à la 1, je n'ai pas gardé le bracelet métallique, le bracelet acier d'origine, parce que je suis juste entre deux maillons, même avec les micro-réglages. Et en plus, pour ces micro-réglages, il faut un outil. Ayant le poignet qui change fort de diamètre suivant les températures, soit elle se balade sur mon poignet, soit c'est un véritable garrot. J'ai donc dû porter l'Explorer sur un bracelet NATO. Pour une montre qui se présente comme une tool watch, avoir un bracelet supplémentaire en caoutchouc, comme par exemple pour les Pelagos, ça me semblerait logique et bien pratique. L'Explorer 2 est censé être la plus pro, ou en tout cas plus pro que la 1, mais dû à son format, la 1 est parfois plus pratique et plus agréable. Le fait qu'elle soit plus légère permet de la porter moins serrée, sans que ce ne soit problématique ni désagréable. Mais soyons honnêtes, j'aurais pu porter une montre 3 à 4 fois moins chère, elle aurait probablement été tout aussi efficace. Et gardez ça en tête, on va y revenir. Techniquement, aujourd'hui encore, Rolex est vraiment au top. Des mouvements fabuleux, bien étudiés, solides, robustes et précis. Mais si je veux être tout à fait honnête avec vous, certains horlogers avec qui j'ai discuté me disent que Rolex est loin devant les autres marques, alors que d'autres me prétendent qu'elles sont bonnes, mais qu'il n'y a rien non plus d'extraordinaire dans leurs montres. Alors moi, je ne suis pas professionnel, je ne vais pas trancher à leur place. Ce que je peux vous dire, c'est juste mon ressenti, et pour ce que j'ai fait avec, c'était vraiment du costaud. Venons-en au cœur du sujet. C'est quoi une tool watch? Le terme tool watch ou montre-outil n'est en fait apparu qu'un peu avant les années 2000, alors qu'il est souvent utilisé pour des montres datant des années 40, 50 et après. Avant les fameuses montres de plongée du début des années 50, c'est probablement d'ailleurs la famille la plus importante dans les tool watch, il y a eu les montres militaires de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, dont les fameuses Dirty Dozen, appelées ainsi en clin d'œil humoristique au film de Dirty Dozen de 12 salopards sorti en 1967. Il s'agit donc de 12 marques sélectionnées par le ministère de la Défense britannique en 1943, mais livrées en 1945. Ce sont en fait des field watch, mais qui font partie de la grande famille des tool watch. Il y avait des marques très connues comme Jaeger-LeCoultre, Lemania, Longines, IWC, Omega et Eterna, mais également d'autres beaucoup moins connues comme Sima, Grana, Record, Buren, Timor et Vertex. Les militaires, ou plus précisément les officiers, avaient besoin de montres fiables pour synchroniser les attaques, mais également des montres bracelets pour pouvoir utiliser leurs deux mains et ne pas être obligés de plonger leurs mains dans leur poche pour prendre leur montre. Oui, à l'époque, la montre à gousset était encore majoritaire. Mais bien avant la Deuxième Guerre mondiale, la première montre à outils est probablement la Cartier Santos, créée en 1904. Pilote d'avion, Santos Dumont avait besoin de ses deux mains pour piloter son engin volant, ne pouvant pas prendre le risque de lâcher le manche pour sortir sa montre. Il avait parlé à son ami Cartier et ce dernier lui a conçu une montre bracelet bien lisible. Il ne s'agissait donc pas du tout de coquetterie, il avait vraiment besoin d'un outil de mesure du temps.
Alors ma définition d'une Tool Watch actuelle, tout le monde a certainement sa propre définition, mais voici la mienne. Pour moi, c'est une montre spécialement résistante et bien lisible. Au minimum 100 mètres d'étanchéité, une bonne résistance au choc, une montre qui tient vraiment le coup. Des aiguilles et des index bien lisibles quelles que soient les conditions. Une aiguille des secondes pour se servir d'un chrono de base et pour s'assurer d'un coup d'œil que la montre fonctionne. Et pour finir, j'ajouterai une bonne résistance au champ magnétique parce qu'on est entouré aujourd'hui de champs magnétiques, que ce soit avec les BAF, les GSM, il y en a partout. Si on regarde les normes des montres de plongée, la fameuse norme ISO 6425, on est très proche de ce que je viens de décrire. Mis à part la lunette unidirectionnelle, il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est ce qui explique sans doute que dans ma collection, j'ai principalement des montres de plongée. Mais il y a un autre point très important, le prix. Et oui, c'est souvent le nerf de la guerre, le prix. Quand on parle d'outils, pour travailler, pour bricoler, pour jardiner, le prix est un point central. Quand vous achetez un outil, je suppose que, comme moi, vous regardez bien sûr la réputation de la marque, mais surtout les spécifications techniques et la solidité par rapport au prix. Et là, suivant votre budget, vous choisissez le meilleur outil, le plus performant. Après ça, vous l'utilisez et vous ne vous posez plus de questions. Vous n'avez pas peur de le griffer, de l'abîmer. Logique, c'est un outil. Mais par contre, pour les montres-outils, là c'est complètement différent. On peut mettre 5 000 € dans une montre outil qui est moins précise et moins solide qu'une G-Shock qui coûte moins de 500 €. Pour l'armée, les montres de dotation, quand il y en avait, je suppose que c'était sous les 500 € par montre, peut-être même sous les 300 €. Mais à l'opposé, pour un milliardaire, presque n'importe quelle montre peut être considérée comme une Tool Watch. 10 000 ou 20 000 €, ce ne sont que des cacahuètes pour un milliardaire. Est-ce que vous pensez qu'un milliardaire va s'inquiéter s'il griffe une montre de ce prix? En poussant cette logique à l'extrême, ça viendrait à dire que le statut de Tool Watch dépendrait également du rapport entre le prix de la montre et les moyens financiers de son propriétaire. Pour la grande majorité d'entre nous, un outil à 10 000 €, est-ce que ça a du sens? Oui, s'il vous rapporte 100 000 € par an, mais pour une montre, un outil, c'est fait pour s'en servir et pour être utilisé sans crainte de l'abîmer, même si évidemment ça n'empêche pas de prendre soin de ces outils. Mais franchement, soyons honnêtes, une montre à 10 000 € pour la majorité d'entre nous, ça ne peut pas être un outil, rien qu'à cause de son prix. Alors si on fait l'analogie avec un 4x4 tout-terrain, un Range Rover a toutes les spécifications techniques d'un véhicule tout-terrain. Un moteur surpuissant, traction et système de transmission dernière génération, suspension dernier cri, des pneus surdimensionnés. Sur le papier, le Range Rover a tout pour traverser la jungle et pour faire un safari. Mais est-ce que c'est ce véhicule à près de 200 000 € et que vous choisiriez pour traverser la jungle? Alors je ne dis pas que c'est un mauvais véhicule ou qu'il est trop cher pour ce qu'il offre. Non, je me demande juste si c'est l'outil approprié pour partir à l'aventure. Les spécifications techniques, c'est bien sûr important pour une Tool Watch, mais ce n'est peut-être pas l'unique point à prendre en compte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors voilà où j'en suis. Au départ, franchement, contre Rolex, j'ai fini par respecter la marque et même vraiment l'apprécier. Mais aujourd'hui, c'est avec un regard nuancé et parfois même nostalgique. Mais ça, je y reviendrai certainement dans une autre vidéo. Et maintenant, je suis vraiment curieux d'avoir vos avis. Est-ce que vous aussi, avec le temps, vous avez changé d'opinion? Que pensez-vous de Rolex et de sa gamme professionnelle? Est-ce que pour vous, ce sont toujours des Tool Watch? J'aimerais vraiment avoir vos réponses. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis, mais bien plus que des j'aime ou je n'aime pas, c'est surtout votre argumentation et vos explications qui m'intéressent.
Ce sont ces dernières qui permettent de réfléchir, d'avoir d'autres points de vue et de remettre en doute ses croyances. Dites-moi également en commentaire si cette réflexion vous a plu et puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Merci à vous et à très bientôt.